Bonjour, bienvenue dans Ça va le boulot ? Nous vous proposons de découvrir avec nous la face cachée des conditions de travail grâce aux témoignages d'acteurs du monde du travail en Hauts-de-France. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode. Je m'appelle Alice de France et je prête ma voix au podcast Ça va le boulot ? Dans cet épisode, nous allons plus particulièrement parler de la réalité virtuelle et notamment du lien entre la réalité virtuelle et la formation professionnelle. Et pour parler de ce sujet, je reçois 5 invités. Olivier Lefebvre, Jason Sauvé, Nicolas Vispi, Philippe Lefebvre et Jérôme Lagneau. Donc pour commencer, peux-tu te présenter, Jason ? Alors, Jason Sauvé, donc je suis chargé de mission à la RACTO de France depuis un peu plus de 3 ans. La RACTO de France, c'est l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. On accompagne principalement les TPE-PME sur le territoire sur des projets qui visent à améliorer les conditions de travail. Donc avec une entrée qui est basée sur l'expérience travailleur et sur l'implication des partenaires sociaux. Donc, je travaille principalement sur des projets d'investissement dans les entreprises pour les sécuriser et sur des projets qui gravitent autour des questions numériques, dont la réalité virtuelle, comme le sujet d'aujourd'hui. Parfait, merci. Philippe, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, Philippe Lefebvre, je travaille au Conseil régional Hauts-de-France. Je suis responsable de projet à la direction de la formation professionnelle, en service ingénierie innovation. Et je travaille en particulier sur le programme Format Innovation, qui finance des actions expérimentales, entre autres, dans le domaine de la réalité virtuelle. D'accord, merci. Nicolas, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, Nicolas Vispi, je suis coordinateur de Banca. Banca, c'est le laboratoire d'innovation en formation. On est basé en région Hauts-de-France. Et notre mission, c'est de contribuer à une transformation de l'appareil de formation, c'est-à-dire qu'on s'adresse aux entreprises, aux organismes de formation, aux développeurs de solutions, aux réseaux d'accompagnement pour permettre une transformation de leurs pratiques. Donc, on a des missions qui prennent des natures très diverses comme celle d'aujourd'hui, en contribuant à la réalisation de ce podcast pour apporter des connaissances, des enseignements et des éclairages sur des sujets porteurs en matière de formation professionnelle. Et toi, Olivier, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, Olivier Lefebvre, je suis le dirigeant d'une entreprise qui s'appelle DAD, qui conseille et qui conçoit et qui fabrique du contenu réalité virtuelle et réalité augmentée depuis une dizaine d'années. Très rapidement, je suis également membre de France Immersive Learning et vice-président de EdTech Hauts-de-France, en charge de la formation professionnelle. Parfait, merci. Et enfin, donc Jérôme, peux-tu te présenter ? Oui, donc Jérôme Lagneau, dirigeant de la société LGX France et aussi créateur de la filiale CF Innovation, qui est une filiale R&D du groupe Centaure France, dont le but est en fait de développer des contenus ou ce que je dis toujours, l'innovation sociale et technologique. Donc comment on peut améliorer les compétences de nos collaborateurs grâce aux technologies. Voilà. Parfait, merci beaucoup. On peut maintenant commencer à rentrer dans le vif du sujet tous ensemble. Et donc pour commencer, je voudrais demander à particulièrement qu'est-ce qui vous a attiré vers le support et le marché de la réalité virtuelle. Et pour répondre à cette question, je voudrais bien d'abord ton avis, toi, Jason. Alors nous, la RACT, ce qui nous a attiré vers le support, donc vers la réalité virtuelle, en fait, c'est antécédent au projet qu'on porte. Donc le projet se nomme Forever Adam. Il est financé en partie par la région Hauts-de-France et par l'AG2R mondiale. Et il vise au développement de scénarios pédagogiques en réalité virtuelle pour la formation des aides à domicile. Nous, par rapport à tout ça, on fait l'hypothèse avec la réalité virtuelle que cette technologie pourrait apporter certaines réponses en utilisant cet outil pour permettre aux apprenants d'être immergés et d'apprendre en pratiquant au sein de cet environnement virtuel pour pouvoir maîtriser une diversité de situations de travail. L'idée, c'est pas de remplacer le formateur, mais de lui donner un outil, parce que ça reste qu'un outil autour duquel il faut construire des usages et une organisation, mais cet outil, il a l'avantage d'être ludique. Il a l'avantage d'être sécurisant, puisque ce qui se passe en réalité virtuelle n'a aucun impact sur le réel. Donc en réalité virtuelle, on peut faire tomber l'apprenant de la chaise virtuellement, parce qu'il ne va pas vraiment chuter. On peut distribuer un médicament à un bénéficiaire virtuel, parce que même s'il y a des conséquences sur ce bénéficiaire, ça n'entraînera rien dans la réalité. Et il a le bénéfice également, cet outil, d'être malléable. Là où l'appartement pédagogique est figé en termes de ressources, sur une plateforme de réalité virtuelle, vous avez la possibilité de diffuser une multitude de contenus et une multitude d'environnements de travail. Donc le formateur, avec son ordinateur portable et le casque, il appuie sur un bouton, ça peut faire varier l'environnement de travail. Donc on a aussi possibilité d'adapter un petit peu les contenus très rapidement grâce à cet outil.
Et nous, ce qu'on a retenu aussi, c'est que cet outil permet de construire du collectif, puisque vous allez avoir la personne qui est émergée dans le casque, mais vous allez avoir aussi la possibilité d'avoir des observateurs de la session, avec un écran qui va diffuser en direct le point de vue de l'apprenant. Donc vous allez avoir un groupe de 3 ou 4 personnes qui va pouvoir observer en direct ce que la personne est en train de faire à partir de son point de vue. Et donc cet outil va permettre d'envisager l'initiation d'échanges et d'apports entre un formateur et un groupe de pairs pour ce métier. On voit bien l'intérêt de la réalité virtuelle dans la formation sur ce type de métier et même y compris dans la formation de groupe. Donc c'est vraiment intéressant. Jérôme, que peux-tu nous dire, toi, sur ce qui t'a attiré vers ce support qu'est la réalité virtuelle et particulièrement dans la sécurité ? Effectivement, alors comme j'ai oublié de le précisément, le groupe CF et la filiale Capital Sécurité est d'abord une société de surveillance humaine, donc avec une grande dominante forcément de personnel. Et de mon expérience, c'est un peu comme une suite logique en fait, d'une recherche, parce que au départ, ce que j'ai cherché par rapport avoir moi-même commencé ma carrière en tant qu'agent de sécurité et avoir fait plusieurs missions, c'est comment en fait on peut continuer à améliorer la formation et améliorer également les compétences pour nos agents et nos collaborateurs. Donc avoir travaillé dans plusieurs temps sur plusieurs sujets donc, de formation à distance, certaines plateformes, et d'essayer de réfléchir à comment on peut essayer d'améliorer l'approche de nos salariés, parce que c'est tout d'abord tourné vers nos salariés avant d'être tourné vers des apprenants. Donc on a développé une plateforme de formation à distance, mais manquait encore des outils, notamment, puisque là on était plutôt sur des apports théoriques qu'on pouvait facilement mesurer, mais ce que j'ai voulu rechercher, ce que j'ai retrouvé grâce à la réalité virtuelle, c'est des manières aussi de mesurer d'autres compétences, comme par exemple la capacité à mémoriser, la capacité à observer. Ça, c'était des points importants. Donc, en utilisant forcément la réalité virtuelle, on arrive à projeter quelqu'un dans un environnement particulier. On n'est pas devant son ordinateur et on peut lui poser des questions puisqu'on l'est mis dans une situation où il doit développer, il agit, il doit agir avec l'environnement, mais en même temps, on est capable de savoir s'il a été capable de développer ces compétences-là. Et puis également aussi une deuxième approche, nos métiers, nos agents sont assez éclatés sur le territoire. Il peut arriver une certaine période où on ne croise pas nos collaborateurs pendant une bonne période. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans des postes assez loin. Des moments aussi pour des prises de poste, c'est difficile aussi d'être présent pour eux. Et l'idée aussi, c'était aussi de pouvoir scanner leur poste de travail, entre guillemets, pour pouvoir aussi préparer de manière uniformisée leur passage sur site et de permettre aussi de lever une certaine appréhension lorsqu'on se rend dans un lieu et qu'on n'y a jamais été. Il y a une certaine appréhension, surtout quand on commence un nouveau travail et qu'on a la responsabilité des fois de public ou d'éléments de production, de mettre les deux pieds un tout petit peu avant grâce à la réalité virtuelle, de prendre en compte son espace de travail, de savoir à quoi ressembler ces outils, parce que bien souvent dans les salles de cours, on apprend avec un outil qui n'est pas forcément dans lequel on va travailler avec. Donc là, je vous prends par exemple une armoire incendie. Vous êtes dans une salle de cours, vous allez avoir une telle marque, et puis le jour où vous êtes projeté sur votre lieu de travail, vous en avoir une autre, et vous pouvez vite être perdu. L'idée aussi, c'était comment aussi pouvoir les acclimater, ou lever cette petite appréhension-là. Et puis aussi, donc, on a aussi des zones, par exemple, on travaille dans la sûreté aéroportuaire. Donc, par exemple, c'est difficile d'accès parce qu'il faut des badges sécurisés, il faut des choses assez complexes. Donc, le pouvoir en fait scanner certaines zones. Et par exemple, j'ai pris un aéronef. Et on fait une fouille d'aéronefs à travers la réalité virtuelle, ce qui leur permet en fait de pouvoir y aller autant qu'ils veulent sans avoir, montrer patte blanche entre guillemets à chaque fois qu'ils veulent rentrer en zone protégée. Donc là aussi, il y a un véritable attrait et la capacité aussi, puisqu'ils sont sous contrôle, soit alors, parce qu'on l'a appliqué aussi au domaine de la formation, parce qu'on l'utilise aussi pour nos personnes qui se forment à l'initial, mais aussi pour nos salariés sous contrôle soit d'un formateur ou d'un manager. Donc, ce qui leur permet aussi d'être corrigés à l'instant T lorsque ils font une erreur. Notamment lorsqu'ils sont mis face à des situations où on leur demande d'interagir. Mais aussi, on leur laisse aussi en fait l'accès à certains sites de manière libre, parce qu'on a mesuré aussi que lorsqu'on formait quelqu'un sur site, bien souvent vous êtes avec quelqu'un qui travaille depuis 10 ans au même endroit et il a pris certaines bonnes mauvaises habitudes qui fait qu'il oublie de vous montrer l'environnement dans lequel vous allez évoluer. Et bien là en fait, la première fois ils utilisent le casque, ils sont partis pendant un petit quart d'heure où ils peuvent faire complètement ce qu'ils veulent, se balader sur le site comme ils en ont envie. Et seulement après, on commence à intégrer des éléments perturbateurs. Donc voilà, c'était vraiment l'intérêt d'utiliser. C'est une suite logique, une capacité de mesurer des compétences de manière différente et de lever des appréhensions liées à l'exercice du métier ou à l'endroit où je vais travailler.
Ici aussi, on a bien la dynamique pédagogique, mais on a encore un nouvel aspect dans ce que toi, tu appréhendes avec CF Innovation, c'est vraiment l'aspect de préparation du personnel à ce qu'il va vivre. En fait, je pense que c'est un élément très important, particulièrement dans ce métier-là en plus. Par exemple, malheureusement on est à Lille aujourd'hui, mais je peux parler du Stade de Reims aussi, qui est une belle équipe. On a pu aussi, on a des carrés VIP dans lesquels on accueille certaines personnes et des fois on doit projeter des personnes sur un site. Alors qu'on soit tout partout en France, des fois c'est compliqué de prendre son poste. Et bien grâce à ça, on peut très bien à des centaines de kilomètres déjà voir sur quel poste on va aller travailler. Et donc d'essayer aussi de déterminer quels sont les points clés, les endroits particuliers à surveiller. Et donc effectivement, sa mission, elle est plus simple à apprendre et on gagne du temps en efficacité et en sûreté, parce que c'est notre travail premier. Tout le monde gagne en sécurité alors. Et toi Olivier ? Alors, une rencontre et un salon, j'étais au Salon Laval Virtual, qui est situé dans la belle ville de Laval, en France, et non pas, comme dans un premier temps, je le pensais, au Canada. Donc, mon voyage a été plus court que prévu, et j'ai pu tester, il y a 11 ans maintenant, des casques, qui étaient à l'époque réservés aux professionnels, du matériel très cher et plutôt haut de gamme. Et j'ai été absolument bluffé sur les possibilités, les potentialités de ces outils. Et j'en ai fait mon métier. Pas tout de suite à 100%, parce qu'évidemment, le marché n'existait pas. J'ai progressé en même temps que le marché se développait. Aujourd'hui, c'est 100% de mon activité. Ça ne l'était pas à l'époque, mais je suis toujours aussi fervent des capacités et de ces outils. Super, merci. Et du coup, ça m'amène à poser une nouvelle question, c'est... Comment crée-t-on un contenu de formation en réalité virtuelle et quelles sont les conditions nécessaires à réunir pour que ça puisse être possible ? Jason, qu'en penses-tu ? Alors, dans le projet Forever Adam, sur la création de contenu, l'idée, ça a été tout d'abord de construire vraiment une démarche participative avec les partenaires du projet autour de la création des contenus. Donc pour ça, on a d'abord associé le prestataire technique, donc Reviatech, pour voir avec lui justement comment est-ce qu'on conçoit concrètement du contenu en réalité virtuelle. Travailler avec Reviatech, ça nous a permis notamment de voir les différentes étapes techniques de développement d'une application de réalité virtuelle. Et aussi pour nous, l'idée, c'était de voir les informations que le prestataire allait avoir besoin pour la création des contenus et des scénarios. Ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a mis en œuvre une méthodologie visant à aller regarder un peu plus près le travail des aides à domicile. Donc, on a commencé par regarder un peu le prescrit, donc les fiches de poste, les référentiels d'activité, d'emploi et de compétences du métier de l'aide à domicile, pour voir un peu, sur le papier, c'est quoi être assistant de vie aux familles sur le terrain. Ensuite, on est allé voir de plus près le travail réel des aides à domicile. Donc pour ça, on a réalisé des observations de terrain. Donc on a suivi pendant une dizaine de jours, d'aides à domicile au quotidien pour explorer un petit peu avec eux leur quotidien, leur situation de travail, la réalité de leur travail. On a également réalisé des entretiens et des groupes de travail avec les salariés, mais aussi avec les managers de proximité et la direction pour aller un peu plus loin dans nos recherches et avoir d'autres points de vue sur les situations remontées. Donc l'idée, c'était d'aller sur le terrain, de questionner les salariés, les aides à domicile, mais également de voir un petit peu avec les personnes qui organisent et structurent cette activité pour vraiment prendre le travail dans sa réalité et dans son ensemble. Tout ce travail, ça nous a permis d'élaborer une bibliothèque de situations. Donc on est venu décrire et formaliser concrètement une dizaine de situations de travail réelles en mettant en avant dans ces situations les contraintes et les aléas qu'elles peuvent rencontrer au quotidien dans leur métier, donc ce qu'on ne retrouve pas forcément dans le prescrit, on ne rentre pas dans le détail de l'activité. Et ça permet également dans ces bibliothèques de faire ressortir les ressources qui sont mobilisées par le salarié pour résoudre les problèmes rencontrés. Et par ressources, on n'entend pas des bonnes pratiques ou des contre-pratiques. L'idée, c'est effectivement qu'est-ce que les personnes font sur le terrain pour résoudre les problèmes qui sont rencontrés au quotidien, qu'on considère que ce soit des contre-pratiques ou non. On a également construit à côté de cette bibliothèque de situation une deuxième bibliothèque, donc cette fois-ci une bibliothèque de déterminants. Donc un peu à l'image d'une recette de cuisine, on est venu sortir un peu tous les ingrédients possibles qu'on retrouve dans les situations de travail réelles de l'aide à domicile. Donc par exemple, on a fait ressortir toutes les caractéristiques du bénéficiaire, donc son état de santé, son âge, ses pathologies, son sexe, la présence d'aidants à domicile, les proches qu'on peut retrouver aussi au domicile de ce bénéficiaire. On a fait ressortir les caractéristiques du milieu,
donc l'encombrement du domicile, le nombre de pièces et d'étages, les matériels et équipements qui sont disponibles au domicile du bénéficiaire. Et on a également fait ressortir par exemple les tâches à réaliser. Donc est-ce que la personne doit nettoyer une vitre? Est-ce qu'elle doit distribuer les médicaments, faire du ménage, entretenir le jardin? Si je reprends la métaphore de la recette de cuisine, l'idée dans la scénarisation, ça a été de reprendre tous ces ingrédients pour concevoir différentes recettes, différentes histoires en lien avec les référentiels du métier, parce qu'il faut quand même correspondre à ces référentiels et à ce prescrit. Ce travail nous a permis d'écrire 3 histoires différentes, et dans chaque histoire, la personne doit réaliser une intervention de A à Z. Donc l'intervention démarre devant l'entrée du domicile, comme dans la réalité, et elle se termine quand la personne a terminé toutes les missions qui lui ont été confiées, et quand elle a fini de résoudre tous les problèmes qu'on lui propose dans la situation. Sur ces 3 histoires, vous avez 3 situations classiques qui reviennent assez souvent sur le secteur. Donc, dans le premier scénario, l'apprenant doit ranger les courses, vérifier les dates de péremption, et le bénéficiaire lui demande de nettoyer les vitres. Donc voilà, plutôt classique, sauf que le bénéficiaire va demander à l'apprenant de nettoyer la vitre qui se situe en hauteur en montant sur une chaise, ce qui est un acte proscrit aujourd'hui sur le secteur. Dans le deuxième scénario, l'apprenant doit préparer un repas et distribuer les médicaments au bénéficiaire. Et alors le bénéficiaire va justement lui demander de distribuer un médicament qui n'est pas prescrit et qui n'est pas dans le pilulier, donc ce qui est aussi un acte proscrit dans le métier de l'aide à domicile, mais qui revient quand même assez souvent. Enfin, voilà, on a plein d'exemples de... on prend tous et toutes des cachets de paracétamol sans aller voir le médecin et demander une prescription au préalable. Et au domicile, c'est pareil. Les bénéficiaires peuvent aussi demander ce type de service. Alors, chaque scénario est construit sous la forme d'une arborescence décisionnelle. Et donc, la demande du prestataire technique, ça a été qu'on fournisse et qu'on écrive les scénarios sous la forme de schémas, un peu au format des cartes mentales. Donc, grosso modo, le scénario, ça représente un arbre, et chaque branche renvoie à une décision que l'apprenant peut prendre dans ce scénario. Donc, en fonction des choix de l'apprenant et des actions qu'il va réaliser, il va se diriger dans les différentes branches du scénario jusqu'à arriver à la cime de l'arbre, donc la finalisation de l'intervention et la fin du scénario. Mais comme dans la réalité, chaque expérience peut être différente. Donc en fonction des apprenants qui vont être immergés dans ces scénarios, en fonction des choix qui vont être pris, les apprenants vont passer par différentes branches. Donc à chaque expérience, on retrouve une expérience qui est différente dans le scénario développé. Ce qui est intéressant dans cette approche, c'est qu'il a fallu beaucoup d'observations pour vraiment bien comprendre comment les choses se passaient. Et il y a une véritable volonté de coller au réel et au quotidien en fait, de ce que c'est que ce métier d'aide à domicile. Et puis cette boucle en fait, avec le réel rend vraiment l'expérience d'apprentissage très, très profonde, en fait, très forte. Et qu'en est-il dans la sécurité? Parce que pour toi, Jérôme, c'est un petit peu différent puisque tu avais déjà les connaissances métiers que, par exemple, Jason n'avait pas forcément avant de lancer le projet. Oui, tout à fait, en fait. Alors là, globalement, on retrouvera exactement les mêmes mécanismes ou les mêmes analyses ou la même façon de fonctionner, mais c'est vrai que c'était un petit peu plus simple dans le sens où je connais le métier, mais plus dur parce que je ne maîtrisais pas la technologie. Donc les études de cas, voilà, c'est globalement, même les scénarios en fait, les scénarios finalement c'est très complexe, même quand on en pratique depuis des années, parce que imaginer la pire des situations, sauf quand on l'a vécu, généralement c'est toujours assez compliqué. Donc les scénarios c'est assez difficile à écrire. Et alors moi je dirais pas que je crée des supports, je dirais que j'augmente les supports parce qu'on n'utilise pas la même technologie, puisque j'utilise plutôt de la photo 360, un peu à l'image de la réalité augmentée, puisque ça n'existait pas encore forcément dans ma tête ou je l'avais pas encore vu quand j'ai voulu travailler sur ça. Mais l'idée c'est de travailler, comme j'avais dit tout à l'heure, sur des environnements de travail, de créer des suites logiques donc de parcours, donc des scénarios comme des scénarios de rondes, puisqu'on fait des rondes assez régulières, d'imaginer en fait avec nos collaborateurs ou sur nos centres de formation quelles sont les problématiques qu'elles rencontrent par exemple dans cette zone-là. Donc par exemple pour certains de nos collaborateurs sur site, des lieux où il y a des problématiques de sûreté, de sécurité spécifiques, donc j'en sais rien, des zones d'intrusion possibles. Donc quand on met la réalité virtuelle, nos casques virtuels sur la tête de nos agents, l'idée c'est de les mettre d'abord dans un premier temps, comme j'ai dit, ils font une visite simple, et puis d'un seul coup on commence à leur dire attention, vous voyez ici il y a un parking, dans ce parking potentiellement il peut y avoir des problèmes d'intrusion, ou ici c'est aussi une zone accidentogène, ou ici c'est une zone avec des problèmes de risque d'explosion particulière, donc d'attirer le focus dessus, et donc on augmente la réalité, c'est-à-dire qu'on met en surbrillance les zones, et on peut soit leur demander en fait tout simplement de répondre à un questionnaire de comment j'agis, mais le mieux c'est de les laisser sous contrôle en fait d'un manager ou d'un formateur, et de les interroger durant leur parcours.
Comme ça, ils vivent une réalité, mais en même temps, ils ont quelqu'un derrière pour les suivre. Et puis ça se fait. J'ai essayé aussi de trouver un outil accessible à tout le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait qu'on puisse faire de la photo 360 avec de l'augmentation de la réalité, mes formateurs sont complètement capables d'intégrer leurs propres images et d'y rajouter des zones en surbrillance. Donc, une technologie aussi accessible au plus grand nombre. C'est ce qu'on recherchait aussi. Oui, parce que du coup, c'est vraiment collaboratif et on peut rajouter du contenu assez facilement et augmenter la base de données. Ouais, voilà, tout à fait. Réalité et virtuel n'ont jamais été aussi proches, en fait, parce qu'on est vraiment dans la 360, dans l'approche métier, mais tout en étant dans un espace virtuel. C'est joliment dit. Précédemment, on a parlé de ce qui touche à la production de contenu de formation, de scénarios. Et comment ça se passe, du coup, pour les développeurs, pour transformer les scénarios en contenu de réalité virtuelle ? Alors pour les développeurs, c'est compliqué. Pas parce qu'il faut manipuler de la 3D, parce que ça c'est leur métier de base, ils savent très très bien le faire. Quelques points d'accroche chez eux. Il y en a un qui est l'ergonomie, qui est un problème dès qu'on construit un univers 3D, que ce soit du jeu, de la formation, on a des problèmes d'ergonomie. Là, on s'adresse parfois à des publics très différents ou des gens qui ont une maturité digitale très différente. Donc, il faut que ces formations soient à la fois accessibles à tous et qu'elles ne soient pas trop, entre guillemets, faciles pour certains. Donc, il faut pouvoir jongler avec un public assez différent. Et puis, dans la réalité virtuelle, il y a des choses qui manquent, qui sont la pesanteur, le poids des choses, c'est virtuel, le senti, le toucher. Et donc ça, il faut parfois tricher avec le cerveau pour faire croire qu'on porte quelque chose. Et par contre, le cerveau humain, on le sait, est assez facile à tromper. Nous sommes bien moins malins que nous le pensons. Donc ça, c'est pratique. Et il existe des tas de trucs qui permettent de penser qu'on est en train un simple retour, une vibration dans la manette pourra faire penser qu'on est en train de vraiment utiliser un outil, etc. Mais ça, par contre, ce sont des choses qui sont plus difficiles à manipuler. Il faut faire beaucoup de retours d'expérience. Et ce qui est plus compliqué chez les développeurs, c'est que pour eux, il y a un côté évidence par rapport à des gens qui, en général, viennent du gaming, donc avec des gens qui jouent comme un peu des forcenés, entre guillemets, ou des pros, ou semi-pros. Et on s'adresse à une population qui, elle, n'a jamais vu un casque de réalité virtuelle, ne sait pas ce que c'est, et on va quand même la former, c'est-à-dire la faire progresser, lui transmettre des savoir-faire avec un outil qu'elle ne connaît pas. Donc ça implique beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité, beaucoup de réserve dans l'approche. Et alors que de l'autre côté, le développeur, lui, serait plutôt tenté d'aller très rapidement sur des choses très sophistiquées, etc. Il y a le sentiment qui est le plus ressenti par mes équipes, c'est la frustration. Je voudrais faire des choses beaucoup plus sophistiquées, beaucoup plus compliquées, et moi je lui dis non, tu dois monter d'abord le gros bouton 1, puis d'abord le deuxième gros bouton 2, parce que effectivement, au long des scénarios, on les rendra de plus en plus sophistiqués, parce que l'apprentissage se fait très rapidement. Ça aussi, c'est une des capacités de la réalité virtuelle. Le cerveau humain s'y habitue très vite. Un enjeu humain... de mettre un casque à une personne qui va se retrouver devant 5 autres personnes qu'elle ne connaît pas. Donc c'est du stress parce que je viens dans un lieu pour être formé, du stress parce qu'on me met un casque sur la tête et j'en ai jamais mis, du stress parce que les autres vont me regarder. Donc tout ça, il faut l'anticiper, et cette partie-là, les développeurs, entre guillemets, c'est pas qu'ils sont insensibles à l'autre être humain, mais en tout cas, cette partie-là, moi je la gère, eux la gèrent pas. Donc je suis obligé régulièrement de les freiner, et puis on va dire, donc c'est pour résumer, petit 1, ce frein-là, parce qu'il faut effectivement être le plus bienveillant possible dans la façon dont on va construire l'outil pour les apprenants. Et petit 2, trouver des trucs et astuces en permanence pour faire ressentir des choses qui n'existent pas. Voilà les deux choses sur lesquelles auxquelles les développeurs sont confrontés le plus régulièrement. Tout un programme. Et est-ce qu'il y a d'autres corps de métier qui sont impliqués dans la rédaction des scénarios ? Parce qu'on peut imaginer que du coup, il y a plein d'aspects sociologiques, psychologiques qui doivent entrer en compte aussi. Alors évidemment, on travaille, nous, on n'a pas pour vocation à être un OF, un organisme de formation ou un CFA. Par contre, on travaille avec leurs ingénieurs pédagogiques, avec leurs formateurs,
Mais on travaille aussi, et au travers des associations que je citais, et également avec l'Université de Laval qui s'est construite autour de cet événement mondial, autour de la VRAR. On travaille avec des gens qui... Aujourd'hui, on travaille de la physiologie, des sciences cognitives, de la psychologie, de l'anthropologie. On revient à des sciences humaines très fortes et très poussées. Et c'est pas désagréable d'ailleurs. Moi, j'en viens, donc tout va bien. Mais il faut de moins en moins les oublier, parce que propulser un être humain dans un univers différent, le faire interagir avec des choses, ça implique des tas de réactions psychologiques, physiologiques, et aussi évidemment des mécanismes de mémorisation qu'il faut connaître. Donc on est finalement, c'est une équipe assez transversale, avec souvent des gens il y a comme une obligation aujourd'hui pour travailler sur la réalité virtuelle d'avoir un savoir quand même assez large. On peut bien sûr être monotâche en étant développeur, mais il est fortement conseillé d'avoir l'esprit quand même très ouvert sur comment je vais m'en servir, qui va s'en servir, comment fonctionne le cerveau, comment il réagit, etc., pour pouvoir vraiment produire des produits de haute qualité. Et tout le monde doit s'y mettre un petit peu, parce que le diable est dans les détails. Il y a toujours un petit truc qu'on n'a pas tout à fait vu, qui marche un petit peu moins bien que prévu. Donc beaucoup de tests, beaucoup d'allers-retours, beaucoup de discussions. Aller voir aussi des gens très souvent dont c'est pas la tasse de thé, que ça n'intéresse pas. Ne pas aller voir que des gens, que nos copains qui adorent la réalité virtuelle et avec lesquels on va s'auto-congratuler. J'aime beaucoup aller voir des gens qui détestent ce que je fais et qui finissent par dire les lèvres un peu serrées, c'est quand même pas mal. Pour moi, quelle victoire. Ouais, exactement. Mais effectivement, c'est une nouvelle écriture aussi. Moi, j'ai fait des études de filmologie il y a quelques années où j'ai appris plan par plan beaucoup de films. Aujourd'hui, tout ça, je peux le mettre à la poubelle, parce que quand je suis dans un univers 360, la personne regarde exactement où elle veut. Donc, c'est aussi découvrir cette nouvelle grammaire d'écriture qui va faire qu'en sorte que grâce au son, grâce aux éléments visuels, je vais lui faire un parcours, je vais le guider, je vais l'orienter sans qu'il s'en rende compte. Donc, c'est aussi d'autres technologies comme le nudge, ou utiliser quelques biais cognitifs de nos cerveaux pour arriver à nos fins, c'est-à-dire que la personne réalise l'intégralité de la formation, par exemple, sans qu'elle se rende compte forcément qu'elle ait suivi un parcours obligatoire, parce qu'il faut aussi essayer d'être le plus engageant possible, le plus léger possible, et si possible, avec le plus de plaisir possible dans l'apprentissage. On sent à quel point l'immersion dans la réalité virtuelle, c'est vraiment une expérience qui s'accompagne en fait. C'est vraiment toute une réflexion, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Étant donné la multiplicité des projets en réalité virtuelle qui sont menés par des entreprises, comment peut-on mutualiser les contenus, les scénarios en réalité virtuelle pour diminuer les barrières à l'entrée sur ce marché ? Nicolas. Moi, j'ai un rôle un peu différent dans la mesure où je n'ai pas expérimenté, mais enfin, ce qu'on entend dans les témoignages de Jason, Jérôme ou Olivier, c'est que l'usage de la réalité virtuelle en formation, il ne se résume pas à modéliser un environnement et puis poser un casque sur la tête d'un stagiaire ou d'un apprenant. C'est-à-dire qu'il faut déjà penser un petit peu dans quel secteur ça peut s'appliquer. Jason et Jérôme l'ont évoqué, ça peut répondre à des problématiques, à des contextes particuliers, de conditions de travail, d'attractivité des métiers. On voit bien que tout le travail autour des mises en situation, c'était un peu le matériau de départ, c'est s'appuyer sur des situations presque réelles, mais qui, pour des raisons diverses, sont pas accessibles, parce qu'on est à distance, on est au stade de Reims, parce que l'aéroport est pas accessible, parce que je me rends chez un bénéficiaire, donc chez un individu, donc l'accès est pas facile. Donc voilà, ça c'est une première condition, c'est-à-dire il y a cette dimension un petit peu de contexte propre à des secteurs spécifiques, et on voit que la réalité se prête plutôt bien sur des secteurs qui ont ces problématiques de départ qui sont pas résolues. Il y en a une deuxième, c'est qu'on voit bien que chacun ici peut pas faire seul. Donc du coup ça nécessite, au-delà de mutualiser les contenus, de mutualiser des compétences pour pouvoir s'engager dans cette dynamique-là. Ça c'est un deuxième point qui semble un peu important, ou en tout cas sur lequel il faut avoir un regard si on veut se lancer dans une démarche comme celle-ci. Alors il y a plein d'autres dimensions. Après il y a aussi se pose la question de finalement comment ces situations qu'on vient observer, on les rend utiles à des apprentissages. Ce qu'on note aussi, c'est qu'il y a un peu
on a des profils, c'est-à-dire on a Jason qui est un expérimentateur pur parce qu'il appartient à une structure dont la vocation elle est simplement d'expérimenter. Après, il trouve un contexte qui s'y prête bien et il noue des alliances dans un secteur qui se prête à cet objet-là qu'est la réalité virtuelle. On a Jérôme qui est plutôt un défricheur, c'est-à-dire quelqu'un qui n'hésite pas à se lancer, à tester, parfois à se donner le droit à l'erreur. On a Olivier qui est plutôt sur un registre technique, mais technique plus, parce qu'on voit bien dans son projet qu'il a aussi cette vocation à transférer cette méthode à l'intérieur d'une structure, parce qu'il se posera aussi cette question-là, c'est-à-dire au-delà de la phase de l'expérimentation, c'est comment les structures de l'aide à domicile, de la sécurité, ensuite s'approprient à temps plein, j'ai envie de dire, cette technologie-là. Donc il y a, à mon sens, il y a quelques conditions à réunir. Forcément, quand un projet est né, il ne couvre pas toutes ces dimensions-là. Ça peut aussi être notre rôle de les éclairer sur ces points-là. Mais en tout cas, il y a des points de vigilance tant du côté des caractéristiques des secteurs dans lesquels ça se prête bien que des postures d'expérimentation à avoir pour les acteurs qui souhaitent se lancer dans l'utilisation de cet objet-là. En tout cas, moi, ce que je retiens particulièrement, c'est que la mutualisation est essentielle. Que c'est vraiment la réalité virtuelle ne s'appréhende pas seule. Elle s'appréhende vraiment avec une équipe. C'est vraiment c'est une boucle avec le réel. Donc il y a vraiment beaucoup d'acteurs qui sont impliqués. Et puis après, il y a vraiment toute une construction solide qui se fait avec ces acteurs pour pouvoir créer du contenu de qualité. Oui, Jason, tu voulais intervenir ? Pour rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit sur ce besoin de mutualisation, je pense que pour Jérôme, c'est la même chose. L'idée, c'est surtout de décloisonner les acteurs. Sur le projet Forever Adom, plus spécifiquement, l'idée, c'était de décloisonner les acteurs du secteur de l'aide à domicile et les acteurs techniques Rivatech. En fait, il y a un autre constat aussi, c'est que sur la réalité virtuelle, en tout cas, à l'époque, en 2017, il y avait très peu d'entrées sur l'aide à domicile. On retrouvait très peu d'applications d'usage dans ce secteur et finalement, il y avait une méconnaissance de la part du prestataire technique sur la nature de cette activité. Et en contrepartie, vous avez le secteur de l'aide à domicile qui connaissait très peu les possibilités de cette technologie, d'où l'idée aussi un peu d'acculturer ces différents acteurs et de les faire travailler ensemble autour d'un même objet de travail pour que tout le monde puisse s'enrichir. Et finalement, en développant le projet, on vient faire également monter en compétence les acteurs, puisqu'aujourd'hui, les directions des structures d'aide à domicile parlent très bien de la réalité virtuelle et les acteurs techniques parlent très bien du secteur de l'aide à domicile. Ça permet vraiment à plusieurs acteurs de se rencontrer. Oui, tu voulais intervenir, Jérôme ? Ouais, en complément, effectivement, de bien dire Jérôme, j'ai une idée, en fait, ces technologies, comment elle est facilement accessible aux collaborateurs. Autant certaines déroulés pédagogiques, c'est compliqué, là, mais je me souviens d'un site où j'ai été scanner un site pour un de nos clients, et le chef d'équipe qui était là, je lui ai fait essayer les lunettes, et donc derrière, en fait, il a voulu en fait, que je lui passe ma caméra 360 pour que lui-même fasse les photos. Donc il était content en fait de faire le tour de son site, de nous montrer les points particuliers. Donc ça montre à quel point s'accaparait la technologie, ça lui paraissait simple et intéressant. Ah oui, il y a une véritable fluidité alors. Exactement, c'est tout à fou. fait. Puis après, à travers ce que Jason et Jérôme racontent, on voit bien qu'à partir du moment où où les gens qui ont porté des projets, on va dire, ont stabilisé un petit peu une capsule dans laquelle on vient loger ces scénarios, c'est assez facile ensuite de venir compléter ces banques ou ces bibliothèques. Et finalement, ça vient compléter, ça vient s'essaimer à l'intérieur des organisations. Jérôme parlait de ses chefs d'équipe. Chacun après peut justement s'approprier cette techno, son mode de fonctionnement pour venir identifier telle situation, venir la modéliser parce qu'on n'avait pas pensé à telle ronde, parce que le plus ancien, il a la vision sur tel point particulier de tel site à tel endroit, et du coup c'est intéressant si on veut faire de la passation de compétences. On voit aussi qu'au-delà des aspects purement préparatoire à une situation que je ne connais pas, il y a aussi peut-être des effets collatéraux positifs sur de la transmission de savoir-faire, du développement de professionnalisation des formateurs. Il y a ces effets-là, ça va plus loin que la simple découverte d'un environnement, de la simple préparation. Là, j'avais une question plus particulièrement pour toi, Philippe. C'est comment la région fait-elle pour sélectionner des projets qui sont liés à la réalité virtuelle ? On a mis en place un programme un peu spécifique qui s'appelle Format Innovation, qui répond en fait aux orientations qui ont été prises par le contrat de plan régional pour le développement de la formation et de l'orientation professionnelle, favorisant les innovations
en formation. On a une approche de l'innovation et derrière de l'intérêt de la réalité virtuelle qui est un peu particulière. Nous, ce qui nous intéresse d'abord en premier lieu, c'est de saisir quel est le problème auquel on est confronté et du coup, derrière, quelles vont être les solutions qu'on peut expérimenter pour en vérifier l'intérêt et la plus-value. Donc, la première idée, c'est d'abord d'expérimenter et du coup de prendre des risques. Ce qui fait que la question de la sélection des projets ne se pose pas forcément sur la question du meilleur qu'on va prendre comparativement à un autre, mais plutôt de l'intérêt qu'on peut y projeter en termes de processus d'apprentissage qui vont être favorisés pour les publics qu'on accueille. Et à partir de là, évidemment, on est dans une prise de risque, c'est-à-dire tous les projets qui sont portés dans le cadre de format innovation n'aboutissent pas nécessairement à une grande réussite. Mais par contre, dès lors qu'ils nous permettent de repérer qu'un certain nombre de conditions n'étaient pas réunies, que les hypothèses qu'on avait formulées n'étaient pas forcément les bonnes, en tant que tel, pour nous, ça devient quand même une réussite parce que ça nous permet effectivement de mieux identifier les conditions optimales qui vont permettre à un projet expérimental de se développer et de mettre en évidence son intérêt et sa plus-value. Plus spécifiquement par rapport à la réalité virtuelle, ce n'est pas l'outil en tant que tel qui nous intéresse. Ça a été souligné à plusieurs reprises, notamment dans le cadre du projet Forever Adam. Ce qui nous intéressait, c'est de voir en quoi il permet de répondre à des difficultés que des modalités de formation plus classiques butent aujourd'hui. La diversification des mises en situation, le droit à l'erreur sont notamment dans le domaine des SAP, services à la personne, des modalités pédagogiques que les formes d'action classiques n'autorisent pas ou autorisent beaucoup plus difficilement. Et du coup, on voulait tester effectivement la pertinence de cet outil pour répondre à des usages un peu différents, à des fonctionnalités pédagogiques qu'on n'arrive pas à mobiliser selon d'autres modalités. Voilà notre manière de sélectionner les projets. Merci. Nicolas, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, aussi pour faire le lien avec ce que dit Philippe et aussi la question qui était posée avant sur les aspects de mutualisation. Il y a ce qu'on a pu observer dans les quelques projets justement financés par ce dispositif Format Innovation, c'est qu'il y a un peu un aspect... je disais avant qu'il ne suffit pas de mettre un casque, mais et finalement, quelque part, ce qui est dans le casque, parfois chez les porteurs de projets, il prend une dimension très cristallisante, ce livrable final. Alors qu'on voit bien qu'en fait, tout ce qui est le plus intéressant, le plus gros du travail, il se situe en amont dans le repérage des compétences, la contextualisation, la construction, l'analyse des situations de travail, la construction du scénario, et pas tant sur le livrable. Et donc, un des points importants sans doute de mutualisation, c'est d'essayer de venir un petit peu... décristalliser cet aspect un peu magique du livrable final, parce que la plus-value, elle ne se situe pas forcément sur ces aspects-là, mais bien sur la démarche qui a été initiée. Tu voulais compléter, Philippe ? Oui, je pense qu'au même titre que pour d'autres modalités de formation, on peut penser que l'usage de la réalité virtuelle va s'appliquer de manière intéressante à certaines situations pédagogiques pour remplir certains objectifs pédagogiques, mais probablement pas pour tous. C'est-à-dire qu'elle va marquer sa différence et sa plus-value sur certains aspects, mais que probablement des séquences pédagogiques gardent évidemment toute leur utilité selon des formats plus classiques. Et qu'on peut même penser que finalement, ça ne présente un intérêt qu'à partir du moment où on vient cibler, sélectionner les situations de formation qui vont être les plus pertinentes. Et que nous dire on va développer l'entièreté d'un référentiel de formation par le biais de la réalité virtuelle serait probablement d'une part extrêmement coûteux et probablement assez peu efficace
dans le rapport coût-avantage. Jason, tu voulais rajouter pour quelque compléter chose ce que Philippe vient de dire, dans ma présentation tout à l'heure, je disais que l'outil n'avait pas vocation à remplacer le formateur. Il n'a pas non plus vocation effectivement à remplacer les outils de formation qui existent déjà. Je parlais tout à l'heure de l'appartement pédagogique. C'est une ressource qui est utile, qui est très intéressante pour le secteur de l'aide à domicile, mais qui rencontre certaines limites. L'idée de la réalité virtuelle, tout à l'heure Jérôme parlait de réalité augmentée, c'est peut-être de venir augmenter ces outils et d'apporter d'autres méthodes, d'autres fonctions pédagogiques que ces outils un peu plus traditionnels aujourd'hui ne permettent pas de remplir. Et donc effectivement d'avoir un outil qui réponde à quelque chose et pas utiliser de la réalité virtuelle pour de la réalité virtuelle ou pour remplacer. Voilà. Oui, c'est toujours l'utilisation de toute façon qu'on veut en faire qui va primer. Tu voulais compléter aussi, Nicolas ? Ouais, c'était pour réagir plutôt sur les aspects coûts qu'on n'a pas tant abordé, mais qui pourtant, et c'est vrai qu'en apparence, c'est un frein aussi, ou quelque chose qui peut rendre difficile l'engagement sur l'usage de la réalité virtuelle. Dans les projets qu'on a repérés, donc il y a Forever Adam, il y a le projet d'Olivier qui sont sur les services à la personne. On en avait repéré d'autres en région Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Et quand on a fait un petit travail de mise en commun avec ces acteurs-là, on voyait que en fait, chaque expérimentation développait des scénarios équivalents. Sur justement, alors Jason évoquait le fait de monter sur une chaise, de faire le bain de pied à certaines personnes. On voyait que sur 3 expérimentations dans le même secteur venaient développer des scénarios équivalents. Et donc il y a quelque chose à creuser du côté d'une mutualisation de ces scénarios pédagogiques, parce que en tout cas, comme ce sont des projets qui nécessitent parfois un coût d'investissement très important, qu'il y ait une forme de mutualisation de ces scénarios-là serait sans doute une logique en tout cas intéressante pour ne pas réinventer la poudre à chaque fois, mais plutôt aller développer et implémenter ces bibliothèques de situation par d'autres, par un aspect en tout cas de mutualisation qui peut se faire à l'échelle régionale, voire interrégionale. Oui, on comprend bien l'enjeu des coûts. Et ça t'évoquait quelque chose, Jérôme ? Oui, il y a 2 choses en fait. C'est bien sur les coûts que aussi en fait. Alors effectivement, c'est intéressant. Alors pour avoir été un des premiers bénéficiaires du format innovation, d'avoir en fait un investisseur, parce qu'effectivement c'est quand même un investissement lourd, et surtout en termes d'ingénierie, de réfléchir. Et c'est pas forcément ce qu'on arrive à mesurer au plus creux. Le coût d'un casque, on le connaît rapidement. Mais d'avoir en fait derrière soi un financeur et comme l'a dit Nicolas, qui le droit à l'erreur aussi, c'est-à-dire de présenter un projet. On va dans un univers qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas forcément, mais d'être accompagné, ça c'est super. Donc, et ce cheminement, parce que mon format innovation ne portait pas sur la réalité virtuelle, mais ce cheminement, en fait, cette capacité à me laisser travailler, m'a amené vers la réalité virtuelle et sur la multimodalité. Pour moi aujourd'hui, ce que je retiens de tout ce que j'ai cheminé, c'est la multimodalité. Donc utiliser chacune des technologies à bon escient en fonction du but visé. Et donc un confort d'avoir quelqu'un qui est derrière vous. Alors certes, il faut vous rendre des comptes, mais qui comprend. On n'est pas arrivé jusqu'au bout parce qu'on expérimente. Et après, d'aller plus loin, un petit peu plus loin, parce que forcément, là, je suis arrivé par exemple jusqu'à la réalité virtuelle. Ouais, c'est vraiment créer un écosystème qui se complémente en fait, avec différentes technologies. Et tu voulais compléter, Philippe ? Sur 2 registres. Le premier, c'est qu'effectivement, par rapport au programme Format Innovation, on voit bien que... alors même si on peut financer de l'équipement aujourd'hui, mais le gros du travail porte sur l'ingénierie, et qu'à partir du moment où on est effectivement sur des nouvelles modalités de formation qui viennent interroger, qui viennent reposer le problème, qui viennent éclairer ce problème-là, qui nécessitent un travail d'investigation important et ensuite de construction de ressources formatives importantes, ça demande évidemment un travail d'ingénierie conséquent. Et donc, dans ce que Jérôme vient d'expliquer, on est sur du coût homme, finalement, plus que du coût matériel. Et ça, c'est quand même assez caractéristique à tous les projets qu'on accompagne dans le cadre de Format Innovation. Après, compléter aussi ce que dit Nicolas, c'est vrai que quand on finance des projets, que ce soit sur la réalité virtuelle ou sur d'autres projets qui développent notamment de la ressource formative, on voit bien qu'il faut qu'on s'interroge sur éviter de dépenser l'argent public 2 fois ou 3 fois pour la même chose, et que la question de la mutualisation, la question de la constitution de bibliothèques communes de ressources formatives, elle se pose. Elle se pose d'autant plus qu'on peut penser que ce qui fera la différence, ça ne sera pas tant la ressource formative que l'accompagnement et l'usage qu'on en fera. Et que c'est là-dessus qu'en fait les organismes de formation
marqueront leur différence. Ça sur leur capacité à accompagner les publics, à réguler dans les processus d'apprentissage, plus que sur la production de la ressource en tant que telle, qu'on marquera la différence. Voilà, et donc, du coup, ça milite d'autant plus pour une réflexion quant à la mutualisation dans la production de la ressource. On sent vraiment l'intérêt commun en fait derrière l'intérêt commun des acteurs de mutualiser les ressources pour pouvoir les rendre les investissements plus efficaces en fait. Rendre les investissements plus efficaces, mais aussi enrichir les bibliothèques. On voit bien que sur le projet de la réalité virtuelle et des services à la personne, il y a probablement d'autres situations pédagogiques qui gagneraient à prendre appui sur la réalité virtuelle, mais que ce n'est pas un opérateur tout seul, sauf peut-être les GAFA, mais ça vient poser question, qui sera en mesure de le porter. Donc comment on s'associe avec d'autres pour le faire. Très intéressant. J'ai une dernière question à vous poser à tous les 5. C'est, pour vous, quelle est la prochaine étape clé vous concernant dans le domaine de la réalité virtuelle? Donc je te laisse commencer, Jérôme. Alors, prochaine étape, il y a 2 choses en fait. Il y a un point qui est en fait l'aspect sensoriel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réalité virtuelle, malheureusement, c'est pour ça que dans certains cas, je ne l'utilise pas. Par exemple, l'extinction d'un feu. Donc aujourd'hui, technologiquement, on ne peut pas ressentir la chaleur, ça sera compliqué. Donc essayer de travailler sur l'aspect sensoriel, mais il y a toujours une histoire de coût aussi. Et puis le vrai projet, c'est l'intelligence artificielle. D'être capable de créer autour de tous ces supports une cohérence et une capacité en fait de s'adapter à chacun. Et en fonction des situations, de aussi recalculer en fait et de proposer peut-être une meilleure solution. Ça marche. Philippe ? Je crois que c'est de réussir, alors pas simplement sur la question de la mutualisation de la ressource, mais agréger toutes les expériences qui ont cours aujourd'hui pour repérer un peu des fils conducteurs ou des lignes de force portant sur l'ensemble des conditions qui permettent le déploiement de ces nouveaux outils. Alors, c'est des conditions qui sont liées, bien sûr, à la formation des formateurs, qui sont liées aussi à la réceptivité des publics par rapport à ces démarches-là, mais qui viennent soulever aussi des questions plus de l'ordre du modèle économique, de l'organisation du travail au sein des organismes de formation, notamment. Donc, c'est repérer un peu ces dimensions-là, en agrégeant donc les démarches qui ont cours aujourd'hui. C'est une des raisons qui nous a amené évidemment à être très réceptifs au projet de la Banca. Et pour toi, Jason, Alors pour nous, la suite autour de la réalité virtuelle, finalement le projet Forever Adam, ce qu'on a monté, il faut le voir comme une fusée à 3 étages. Le premier étage de cette fusée, c'est l'expérimentation qu'on a menée, dans laquelle on est venu développer 3 scénarios qu'on a testés dans différents cas d'usage. Comme disait tout à l'heure Philippe, un projet, c'est une prise de risque, il n'y a pas que des réussites. Voilà, là, une des limites dans le projet, c'est effectivement qu'on a finalement assez peu de contenu à utiliser dans le cadre de cette application qui a été développée. Et finalement, le passage à l'échelle et la diffusion de ce dispositif tel qu'il est conçu paraît compliqué. Donc la suite dans ce projet avec cette technologie, aujourd'hui, c'est de passer un peu à l'échelle et de changer un petit peu de logique de création de contenu. Donc l'idée là, c'est plus simplement de créer des contenus tels quels, donc de multiplier le nombre de créations de scénarios, mais de passer à une solution qui permette de générer des scénarios sur mesure. Donc de redonner la main en fait au formateur sur la création de ces contenus, en venant lui mettre à disposition une bibliothèque de trames scénaristiques, et qui viennent sélectionner dans cette trame différentes séquences qui lui permettent de créer des contenus sur mesure pour répondre à certains besoins en fonction des moments de la formation. Du coup, le premier étage, c'est cette première expérimentation. Le deuxième étage de la fusée, c'est le passage à ce générateur de scénarios. Et le troisième étage de cette fusée, c'est la question de la diffusion. Comment donner envie à d'autres acteurs de se saisir de cette initiative qui reste locale, expérimentale et sectorielle, puisqu'on est juste sur l'aide à domicile et dans la région Hauts-de-France. Comment donner envie à d'autres acteurs de se saisir de ça pour aller plus loin aussi sur la réalité virtuelle et mutualiser un petit peu les apports sur ce sujet. Très clair.
Et toi, Nicolas ? Moi, j'attends surtout que eux travaillent en fait avant de savoir sur quoi aller. Non, enfin, je plaisante, mais en fait, notre travail, il dépend surtout de comment ils avancent et puis quels sont les enjeux des différents acteurs. On a un peu ce rôle de traduction, de réseau de dérivation entre eux. Nous, il y a quand même un travail autour justement de la capitalisation de ces différents enseignements, mais les temps comme aujourd'hui sont là pour ça. Mais il y a à poursuivre sur un certain nombre d'axes. Par exemple, en tout cas, la question de l'appropriation par les formateurs de cette technologie-là. Voilà, c'est un axe particulier parce qu'on voit bien que c'est déterminant dans la capacité à ce que ça se diffuse à l'intérieur d'un organisme. Ensuite, il y a cet objet de la mutualisation qui pour nous est un chantier essentiel si on veut avoir une diffusion non plus à l'intérieur des différents expérimentateurs, mais d'avoir une diffusion plus large à l'échelle d'un secteur et donc il y a à œuvrer sur la mise en réseau, c'est-à-dire créer les conditions de cette mutualisation tant au niveau partenarial qu'économique et que des enseignements qui peuvent être consolidés. Donc nous, notre travail il est surtout là à différentes échelles, voilà, donner à voir des expérimentations, tenter de les agréger, créer les conditions favorables à la mutualisation et puis venir éclairer des points plus particuliers mais qu'on pourra aborder sur d'autres épisodes peut-être. J'espère. Et enfin, Olivier, c'est quoi pour toi cette prochaine étape ? Alors nous, les prochaines étapes clés, elles sont assez liées à l'économie, à notre économie en tout cas. Pour l'instant, nous avons fait beaucoup de projets qui sont des projets uniques, un peu sur mesure. Et il est évident que ce n'est pas un bon modèle pour la R&D virtuelle. Je vais m'expliquer très clairement. Si je fais une formation qui concerne un CAP automobile, a priori, elle est valable pour tous les CAP automobiles de France si elle a été faite correctement. Et c'est assez stupide et ça fait dépenser beaucoup d'énergie et d'argent de refaire 50 fois pour 50 CFA qui font cette formation. Donc aujourd'hui, on est en train de se structurer, notamment avec France Immersive Learning et nous de notre côté aussi, pour produire des contenus qui seront utilisables par 10, 20, 30, 40, 50, 200, 1000 établissements dans le médico-social, dans le BTP, dans l'industrie, avec des formations de base obligatoires ou non, mais en tout cas qui pourraient être et qui seront sous une forme, une économie de plateforme, avec une économie de location aussi, parce que c'est des contenus qui sont chers au début à fabriquer, mais si on les rapporte à un coût par élève au bout de quelques milliers d'utilisations, finalement c'est un coût très très faible. Donc voilà, le grand changement chez nous, ça va être le changement du modèle économique de l'entreprise, donc de passer d'une entreprise qui fait de la haute couture à du prêt-à-porter, même si c'est un très mauvais exemple à l'industrie de la mode qui pollue beaucoup. Voilà, nous on pollue moins, au contraire. Merci à tous les 5 d'avoir participé à cet épisode, de l'avoir enrichi de vos connaissances, de vos expertises et de vos expériences. Merci à vous les auditeurs qui êtes arrivés à la fin de cet épisode. Et si vous avez envie d'en savoir plus, vous retrouverez toutes les notes de l'épisode dans la description qui accompagne chaque épisode, avec tous les liens qui vous permettront d'en apprendre plus sur ces projets et plus sur les activités de l'ARACT. Passez une très bonne journée. Merci de nous avoir écoutés. C'était Ça va le boulot ? Le podcast de l'ARACT Hauts-de-France. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à nous partager vos avis via Facebook, Twitter ou encore LinkedIn. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de notre podcast sur les plateformes de streaming ou sur notre site internet hautdefrance-aract.fr. À bientôt.